Un soir, alors que je corrigeais seul des copies, Laurence venait de claquer la porte. J'ai perçu de l'agitation dans la rue. Des gens criaient, couraient. J'ai pensé qu'il s'agissait d'une agression. Ouvrant grand la fenêtre, j'ai vu des passants s'approcher prudemment d'une jeune femme allongée de dos, bras écartés, jambes en équerre, de beaux cheveux blonds en auréole. Quelques secondes m'ont été nécessaires pour comprendre qu'elle venait de tomber du balcon voisin. Elle avait les pieds nus, un filet de sang s'écoulait du crâne. J'ai reconstitué les paroles entendues quelques instants plus tôt, et je me suis souvenu du reviens auquel je n'avais pas particulièrement prêté attention. Ces mots-là, les pieds nus, la position de dos, m'ont fait supposer qu'il s'agissait d'un suicide. Saisi par la scène, je suis resté quelques minutes agrippé à la balustrade, penché vers le vide. Je l'avais attendu, cet événement. Je l'avais désiré, cette vision. Maintenant, elle s'étalait devant moi. J'ai guetté le balai des policiers, puis je me suis mêlé à la foule 5 étages plus bas. Ce furent des moments secs, épuisants. J'étais conscient de leur densité, mais ils se frayaient un chemin difficile vers l'émotion. J'aurais dû pleurer devant la crudité de la chose, frémir devant son horreur. J'étais simplement sonné. Je devinais qu'il se passait des choses en moi, mais à des profondeurs qui ne me permettaient pas de les comprendre. Je suis remonté, plongeant l'appartement dans le noir. J'ai voulu raconter la scène à Laurence à son retour, mais elle avait des choses à me reprocher. La facture d'eau, je ne veux plus en payer la moitié. C'est injuste. Je gagne moins que toi. Je ne supporte plus que tu me voles. Tes mots sont un peu forts. Nous pourrions remettre à demain cette conversation. Je suis pas sûr d'être dans mon état normal, là. Ne change pas de sujet. Je viens de voir une fille mourir. Ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est la facture d'eau. J'ai préféré garder mon calme. Je suis allé me prostrer sur le lit avec un sentiment de tristesse écrasant. Laurence méprisait ma douleur. Le monde même de la mort ne se laissait pas approcher. Je me suis vu me trancher les veines avec une netteté redoutable. Il dort à côté de moi. Je l'entends respirer. Je ne me suis même pas assoupie quelques secondes depuis 3 heures que nous sommes allongés. Je me sens nue, complètement nue près du corps chaud de celui que j'aime. Mes seins sont lourds et fermes. Il caresse mon bras et je les tends vers l'épaule du garçon. J'aimerais me poser contre lui, mais il est hors de question que je le réveille. Je me sens belle et je comprends tout à coup ce que peuvent avoir ressenti ceux que j'ai croisés. Le pincement au bas du ventre, le trouble de vouloir toucher et de devoir attendre. Je n'ai jamais véritablement vu mon corps. Il se présentait à moi sans être le mien, rayonnant d'un mystère qui me le rendait inaccessible. Je me concentrais pour me sentir de ce corps-là, mais rien ne se passait. Surtout, je ne percevais pas ses qualités. Ma poitrine emplissait la vision de sa présence pleine, et le mot beauté m'échappait. Mon ventre se figeait sous la main, mes hanches se détachaient sur l'image. Rien ne m'émouvait en eux. Je pouvais passer des heures devant la glace en attendant que la silhouette me parle, et comme il n'arrivait rien, je retournais dans ma vie de tous les jours, indifférente. Je cale ma respiration sur celle du garçon. J'aimerais être en lui. J'aimerais qu'il soit en moi. Et je m'en veux de ne pas avoir fait l'amour. Pour la première fois, je me reproche ce genre de choses. Et c'est comme un début de rayonnement en moi. J'imagine une sorte de retour progressif vers le centre de toutes les énergies, de toutes les pensées qui m'ont toujours échappé. Je me lève, je m'allonge, je me caresse un peu. La nuit s'écoule.
Je perçois le ciel à travers les rideaux maigres et je cherche à profiter du moment. Mais il y a cette nervosité qui me ronge. Le mot « bonheur » revient à moi constamment et j'aimerais croire en lui. Je retrouve le réflexe des prières de mes 5 ans, celles que j'adressais à ce Dieu que j'apprendrais par la suite à haïr, et qui me font murmurer maintenant, les yeux versés sur la chevelure et le torse si brun du bel inconnu. Pourvu que ce soit lui. Pourvu que ce soit lui. Quittant le restaurant, j'ai fourré mon tailleur dans un sac plastique et je l'ai jeté. Soulagement. Grâce à lui, je me sentais capable d'être nue face aux hommes, mais il était bon de m'en séparer. Quelques jours plus tard, je couchais pour la première fois avec un garçon rencontré dans un bar. C'était aussi la première fois que l'acte se produisait avec mon consentement. Ivre morte, je ne maîtrisais plus mes gestes, et c'était aussi bien comme ça. J'aurais été paralysée sinon. Le garçon habitait à 2 pas du bar, et quand nous sommes rentrés dans son studio, je l'ai poussé sur le lit et j'ai grimpé sur lui. Il a dû penser que j'étais une consommatrice. Sans une hésitation, j'ai baissé son pantalon, j'ai sorti son sexe et je l'ai branlé. Doucement, doucement. T'en veux pas plus ? Il riait et gémissait. Guidant son membre en moi, j'ai ressenti des choses désagréables. Je suis restée sur mes gardes de peur que des images ne surgissent. Mais le rythme est venu. J'ai mieux compris certains gestes. À un moment, il a basculé la tête vers l'arrière, souriant. Et j'ai eu un tel sentiment de maîtrise que tout m'est apparu clairement. Je voulais tirer le maximum de plaisir de ce membre, ne plus rien laisser en lui de ce qui m'était dû. J'ai bien écarté les jambes, saisissant sa nuque et renforçant le mouvement. Nos corps en sueur se regardaient avec affolement. Lui riait de temps en temps, sidéré par mon énergie, cherchant à calmer le jeu, mais j'ai redoublé d'efforts et j'ai vécu sa jouissance comme une victoire. Je n'ai pas eu de plaisir. J'avais empêché le garçon de prendre le dessus, c'était essentiel. Et quand il a fini son petit cirque de soupirs et de caresses, je me suis rhabillée. Il a ri pour la dernière fois quand j'ai fermé derrière lui. J'ai bouffé du mec pendant des semaines. C'était sauvage, ça me plaisait. Je savais me contracter et bouger du bassin pour que les hommes viennent assez vite. Je maîtrisais si bien le mécanisme de leur jouissance que je ne me sentais pas frustrée. Il était d'ailleurs hors de question que le garçon ne jouisse pas. S'il avait une panne, ou s'il mettait du temps à venir, je m'acharnais sur lui. Quelques-uns m'ont demandé d'arrêter, mais je persévérais. Il y avait toujours un moment où il finissait par bander, puis gémir. Je détestais que le garçon cherche à prendre le dessus. Quand il me saisissait les poignets, quand il me bloquait de ses coudes, je me contractais et je me débattais pour qu'il sorte de moi. Plusieurs fois, j'ai craché au visage de celui qui me baisait. Quand il ne desserrait pas son étreinte, je frappais. Coup de tête en aveugle, morsure, griffure. Il ne m'a jamais fallu plus de 3 secondes pour me libérer. Il est arrivé que je tombe sur plus furieux que moi. La plupart du temps, c'étaient des garçons qui se sentaient provoqués par mon attitude. Nous pouvions en rire, mais une véritable lutte s'engageait. Au moindre déséquilibre, nous tombions dans l'acharnement et la colère. En position de faiblesse, je me mettais à crier et à pousser sur mes bras, sans renoncer pour autant à garder le sexe de l'homme bien profond en moi. Il y avait comme un point lumineux, la zone de contact entre nos pubis. C'était la surface de lutte entre nos 2 corps. Indépendamment même de mon sexe, puisque le sien s'engloutissait dans le mien pour se confondre avec lui.
Tous les deux ne formaient plus qu'une seule chose, peu remuante mais vraie, mais presque accessoire. Quand le garçon s'acharnait sur moi sans parvenir à me faire jouir, il finissait par se retirer. Au moins, nous nous comprenions. Lui non plus ne voulait pas céder. Nous nous séparions, sans grande amabilité, mais avec respect. 2 ou 3 fois, j'ai eu affaire à des types beaucoup moins fréquentables. Ils m'assénaient des petites tapes pour m'assagir, des gifles pour me faire taire, des coups de poing pour me soumettre. Ils jouissaient en moi, fort et bruyamment, puis ils me jetaient dehors. Je m'estimais heureuse qu'ils ne m'aient pas tuée. Je ne considérais pas cela comme un viol puisque j'avais pris le risque que cela survienne. Parfois même, je tombais sur de vrais malades. La nuit où j'ai failli perdre la vie, j'avais été séduite par le côté ténébreux de cet homme entre deux âges. Il portait un blouson de cuir, il serrait la mâchoire, peu loquace. Il décrochait de temps à autre un sourire inexpliqué qui me faisait fondre. En l'abordant au comptoir de mon bar préféré, ce soir-là, j'avais eu un frisson de plaisir en imaginant que je pourrais m'abandonner dans ses bras. Je l'ai vraiment cru viril et gentil. Quand il a fermé la porte de la chambre de son hôtel, je n'ai pas aimé l'odeur rance qui se dégageait du lit, du plafond, et même de la valise de cuir usée sur la table de chevet. Je n'ai pas eu le temps d'enlever mon blouson qu'il me jetait contre la chaise et me frappait du poing. Sonné, je n'ai pas eu la force de lutter quand il m'a déshabillée. Je me suis retrouvée les mains attachées au montant du lit, ventre sur les draps. Il m'a pénétrée, puis il m'a frappée sur l'arrière du crâne. J'ai pensé mourir. Je sentais ma nuque ployer un peu plus chaque fois. J'attendais le dernier craquement. Je me suis réveillée sur le trottoir. J'avais affreusement mal au crâne. Mais je pouvais tenir sur mes jambes. J'ai vite déguerpi. Je n'arrivais pas à savoir si j'avais fui de l'appartement ou si c'était l'homme qui m'avait déposé là. J'ai marché dans la ville, à garde, avant de trouver quelques points de repère, et je suis rentrée me terrer dans ma chambre. Ma mère ne s'est pas inquiétée. Elle était habituée à ce que je découche. J'aurais bien aimé me blottir dans ses bras, mais tout raconter m'aurait demandé de tels efforts. Je ne me sentais pas atteinte. L'agression avait été rapide et moins angoissante que celle du collège. Un peu comme une dent qu'on arrache. Ma crise de larmes, je l'ai mise sur le compte de la fatigue et de l'émotion qu'il y avait à revenir à la vie. Nous nous séparons petit matin, je suis épuisée, mais dans un état d'apesanteur que je ne me connais pas. Mon chevalier doit être à Paris pour midi. Tout juste a-t-il le temps de petit déjeuner avec moi dans le café de la gare. Il veut me revoir et j'ai du mal à le croire. Il m'embrasse pourtant dans le cou de manière si convaincante. Tu sais, la rencontre qu'on vient de faire, elle m'est précieuse. Ce sont des gens comme toi que j'aime fréquenter, sans vouloir être méprisant. Avec les autres, c'est la vie normale et ça m'ennuie. Je veux bien jouer le jeu de temps en temps, mais j'aime pas la façon dont ils fuient les choses difficiles. Je mets pas la vraie vie où ils la mettent. C'est pas que je recherche la souffrance, mais j'aime les récits de souffrance. J'ai besoin de ceux qui fouillent les plaies. Tout le reste me paraît mensonger. Avec toi, je me sens vivre. Il croit devoir se justifier en me racontant sa vie. Nous avons en commun cette façon de mettre en avant ce que d'autres voudraient cacher. Et j'ai le sentiment que nous avons tous les deux mis cette attitude au point, qu'elle est le fruit de nos conversations. Je n'ose pas dire le fruit de notre amour. Le suicide de mon père a bousculé le jeu, des gestes malheureux, des blessures, des règlements de compte. Bien avant sa mort, je me sentais déjà décalé par rapport aux autres. Le malaise dans la famille existait depuis longtemps. C'était comme un pressentiment de ce qui allait suivre. Ou alors sa cause, c'est peut-être impossible de savoir au fond.
Je me dis qu'il suffit de constater l'enchaînement des faits et de prendre les choses avec humour ou fatalisme ou poésie, ou même avec de la foi. J'exagère pas en affirmant que l'importance que tu as déjà dans ma vie. Ce qui se passe depuis 24 heures, c'est vraiment la plus belle chose qui me soit arrivée depuis longtemps. Tu vas me trouver romantique. Je lui souris. Tu me dis ça dès le matin? Juste au moment de partir? T'es sérieux? Et c'est affreux comme nous laissons paraître toute la bienveillance dont nous sommes capables. Pourtant, je ne veux pas montrer d'émotion. Je trouve le temps de glisser à mon ange avant de claquer la portière. Fantastique et terrifiant. Tu es fantastique et terrifiant. Toi dans ma vie, ce que tu me promets. Fantastique et terrifiant. Je ne sens pas encore la souffrance. Elle fait son travail en moi. À 22 ans, je suis tombée amoureuse. C'était un grand gaillard, Cyril. Un informaticien qui pratiquait des sports de combat. Notre histoire a duré 5 ans. J'étais heureuse de quitter Cherbourg pour aller vivre à Rennes. Mais là-bas, je suis devenue dépressive. La peur des foules commençait à s'immiscer en moi. J'empruntais les rues désertes. Je sursautais constamment et je me sentais oppressée. Je détestais qu'on m'adresse la parole. Et bientôt, je n'ai même plus été capable de voir ce qui m'entourait. J'avais des œillères qui transformaient les autres en fantômes. L'angoisse s'emparait de moi quand je sortais à l'air libre. Un mouvement plus puissant que les autres me submergeait et j'étais obligée de m'arrêter. Je baissais la tête, je me retranchais sur le côté, je m'affaissais sur le sol. J'avais le cœur qui battait vite et de manière irrégulière. J'avais du mal à respirer, la tête qui tournait, les mains qui tremblaient. Je pouvais perdre connaissance, ou bien tout s'effaçait et j'oubliais ce qui s'était passé les heures d'avant. J'ai limité le nombre de ce que j'appelais mes expéditions, puis je me suis retranchée dans l'appartement. Pendant 2 ans, je ne suis pas sortie. Peut-être 1 ou 2 fois par semaine. C'est beaucoup plus que la peur. Je croyais tout simplement mourir dans la rue. Conciliant, Cyril m'acceptait tel que j'étais. Ça l'arrangeait. Il devait trouver flatteur que je m'enferme avec lui. Et s'il ne me faisait jamais sentir qu'il m'aimait lorsque nous nous trouvions dans l'appartement, en revanche, je sentais fière de m'avoir à son bras lorsque nous allions voir ses amis, le week-end. Des détails me mettaient la puce à l'oreille. Le fait qu'il reste longtemps debout avec moi dans une pièce où les autres se vautraient, ou qu'il me passe la main sur la taille en soulevant le gilet qui masquait mes fesses. J'ai découvert qu'il n'avait aucune confiance en lui. Les maigres projets que je nourrissais, notamment celui de reprendre des études, il me conseillait de les décaler. Quant au shit, qui me faisait un bien fou parce qu'il m'apaisait et jetait sur mes pensées comme un voile d'ignorance, je me doutais que Cyril me l'offrait avec plaisir. Il avait besoin que je sois le plus apaisée possible. J'avais plus de caractère que lui, et même plus de force en dépit de mes bouffées d'angoisse. Et il se sentait nettement inférieur, ce qu'il a fini par m'avouer. Un soir, de retour d'une fête, il m'a jeté sur le lit, m'a arraché ma petite culotte et m'a prise de force. Il m'avait fait beaucoup boire. Aussi mes coups de poing ne l'ont pas repoussé. Nous n'avions pas fait l'amour depuis quelques mois, et je l'avais senti particulièrement mal à l'aise depuis quelques semaines. Il était tellement plus puissant que moi, je n'avais aucun moyen de me défendre. Ses bras bloquaient mes épaules, et j'ai hurlé quand il a commencé à me sodomiser. Il y est allé brutalement, et le plus longtemps possible. Je pleurais. « Tu n'as pas besoin de me faire ça !» Mais il continuait, l'air mauvais. Arrêtons de parler quand la douleur est devenue trop vive. J'ai tourné de l'œil. Il s'est rabattu sur le côté.
Le lendemain, j'ai attendu ses excuses, mais il a joué l'homme fort. Pendant plusieurs semaines, j'ai saigné. C'était une souffrance de chaque heure. À ce moment-là, nous avons cessé de parler mariage. Peut-être tenait-il la chose pour acquise. Pourtant, il n'a pas marqué d'opposition quand je suis retournée vivre à Cherbourg. Ma mère a profité de l'occasion pour m'avouer qu'elle n'avait jamais senti ce garçon. Je me suis remise à sortir, tissant quelques amitiés chez les patrons de bar. J'avais encore des accès de panique assez violents la nuit et de sévères pertes de mémoire. Je me retrouvais assise sur un trottoir sans comprendre ce que je faisais là. Dans mes moments de plus intense fébrilité, j'avais la sensation que mon esprit tournait vite, beaucoup plus vite que le monde autour. Et qu'en s'agitant de cette manière, il m'empêchait de tout saisir. Je le sentais, seconde après seconde, jeter de grandes traînées blanches dans l'espace de mon crâne. C'est avec un calme olympien que je repense au visage de mon père. Il s'impose à moi, dans les images que je garde de lui, comme une présence sereine, intimidante par le silence qui l'entoure. Il est assis, légèrement en recul par rapport à ce qu'il y a devant lui. Je ne sais pas ce qu'il fait de ses mains, je ne sais pas où nous sommes. Sur son visage alternent deux expressions, un air concentré, sourcils froncés, menton rentré, sévère mais sans méchanceté, comme s'il ressentait une interrogation douloureuse, et une joie discrète, assez contrainte, une joie qui voudrait rester secrète ou trouver la force de s'exprimer pleinement. Ces deux expressions-là se ressemblent, passées par un filtre de pudeur, et concentrent tout ce que mon père m'inspire. Il n'y a pas d'anecdote, pas de scène vécue qui traduisent avec autant de force le sentiment mêlé d'amour et d'apitoiement qui me vient à la pensée de cet homme. Amour en dépit de la dureté qu'il m'a fait subir. Amour en dépit de tout ce qu'il m'a transmis d'angoisse. Amour parce qu'en fin de compte, il a chuté. C'est lui qui s'est laissé vaincre par l'absurde foire d'empoigne qui était devenue notre vie de famille. C'est lui qui s'est laissé engloutir, frappé de mort, alors que nous tous avons la vie pour reprendre des forces. Il avait un visage massif, une mâchoire carrée, les épaules larges, un torse avantageux, des lèvres épaisses. Cette force physique matée par la timidité, je n'arrive pas à la dissocier de la maison d'une part, cette grande maison truffée de défauts pour laquelle il s'était décidé trop vite, parce que les questions de confort et d'esthétique lui semblaient accessoires. De la région d'autre part, cette Normandie relativement triste qu'il n'avait pas choisie non plus, lui dont la jeunesse avait été baignée de soleil, et qu'il avait faite sienne malgré tout par ses inlassables balades en forêt, par cette obstinée vie de famille. Sa présence émerge à ma conscience sur le fond de ces décors posés les uns sur les autres, comme pour mieux faire paraître à mon regard cet homme simple, sans parole, stupéfait, détaché du reste, d'une étonnante épaisseur humaine, tout empêtré de son propre physique, de ses propres pensées, gêné d'être ce qu'il est, de manière aussi massive, gêné par son absolue dignité d'être souffrant. C'est de cette façon qu'il m'apparaît en fin de compte le plus proche de ce que j'attends qu'il soit à mes yeux, c'est-à-dire une image mentale d'une grande intensité, d'une intensité telle qu'elle paraît se relier à 1000 points de mon esprit. Cette relation, personne n'aurait l'idée de la contester, frappante et belle par le fait même qu'elle est.
Je ne sais plus quoi dire de mon père, si ce n'est qu'il a vécu, que son corps a dégagé de la chaleur, et qu'il a fondé cette famille sans jamais vouloir autre chose que son bien. Dans cette extrême simplicité, je me fais l'impression de lui rendre hommage. Le comble dans cette histoire est que je deviens, aux yeux de Laurence, un être noir, maladivement jaloux, travaillé par la mort, véhément et solitaire. Je suis pris de terribles accès de colère quand je la vois mépriser mes faiblesses. Laurence prend alors le visage même de toutes ces choses qui ont eu la peau de mon père. Ce qu'elle tient pour des complaisances correspond à des pulsions de survie, des élans pour comprendre, des efforts pour me situer de plain-pied dans le personnage que je suis vraiment. Il est temps que nous mourions l'un pour l'autre, si vraiment elle ne supporte pas en moi cette part qui suffoque et se débat. Fatigué par nos disputes, Laurence a décidé de rendre visite à sa famille. L'appartement serait donc libre et j'ai rappelé Manon. Je lui ai proposé de passer un week-end à Paris. La chose décidée, j'ai contacté Bambou pour une seconde mise en scène plus radicale. Je voulais en avoir le cœur net. Comprenant l'urgence et portant tout à coup un regard plus intéressé sur moi, Bambou m'a fixé rendez-vous le lendemain devant une tour en construction de la Défense. Je lisais de la joie dans ses yeux jusqu'alors inexpressifs. Moi-même, j'atteignais une certaine excitation. Nous sommes arrivés à un étage ouvert sur le ciel, semé de poutres et de gravats. Bambou m'a fait asseoir sur un plot face à un grand cadre de bois, de 2 mètres de hauteur, évoquant le théâtre d'un magicien. Puis elle est allée marcher sur la plateforme d'un air grave, sur fond de requiem. J'aurais tellement aimé croire en ce qui allait se passer. Décidément, nous approchions le point de mon esprit qui réclamait d'être touché, la zone lumineuse d'insupportabilité, le point traumatique ultime, cette partie de moi-même qui s'était comme froissée. Depuis des semaines, elle me suppliait d'être caressée, cajolée, frôlée pour revivre enfin. Bambou se donnait tant de mal pour la cerner et peut-être même l'atteindre. Et pourtant, cela ne suffirait pas. Nous devenions ridicules. Tant d'intelligence et de tâtonnement pour aboutir à ce faux semblant. Mieux valait en rire. Je me suis levé, m'approchant de Bambou pour la tirer hors du cadre, lui posant un doigt sur les lèvres. Elle a réprimé un mouvement de protestation, puis elle a posé la tête sur mon épaule. Nous nous sommes enlacés. Cette mise en scène était un prétexte pour laisser parler un élan d'amour beaucoup plus puissant que tout ce que nous avions pressenti. Je tenais son corps contre le mien, sa poitrine, son ventre, ses cuisses, sa longue silhouette frémissante, merveilleusement conscient de sa peau laiteuse, de la fierté de ses fesses, de la beauté sidérante et racée de ses muscles fins. C'était une fille comme je n'avais jamais rêvé pouvoir en posséder, dont la nudité me paraissait soudain si proche, rayonnante à travers la double couche de vêtements qui nous séparait encore. Je savais le chemin que nous avions parcouru vers ce point de folie commune. J'avais en tête sa vie foutrement exotique de performeuse soft érotique. Je me souvenais de son corps nu dans la baignoire, comme offert sur un autel, et maintenant, nous nous serrions si fort que nous aurions pu jouir ensemble, excités par cet élan de tendresse. Notre histoire culminait et s'arrêtait là. Nous avons versé quelques larmes très pures, concentrées de plaisir et d'épuisement.